Mosaïque. Mosaïque. Bienvenue dans l'émission Mosaïque. Ce débat vous a été préparé conjointement par la radio-télévision Isanganiro et l'ONG Benevolencia Grand Lac. Mosaïque d'aujourd'hui porte sur la sécurité frontalière, les enjeux de la traversée clandestine des Burundais vers la RDC. La société civile congolaise de la province du Sud Kivu exprime des préoccupations quant à la traversée clandestine des Burundais vers Uvira, en particulier dans la plaine de la Rusizi. Les autorités locales sont interpellées suite à une déclaration récente à Uvira demandant une réflexion sur ce phénomène dangereux. À Luvungi, la population pointe du doigt les autorités pour leur complicité présumée dans ces traversées clandestines. Pourquoi tant de Burundais continuent-ils à traverser clandestinement vers la RDC? C'est la question centrale de ce débat. Voici également les questions essentielles qui vont nous guider dans ce débat. Quels sont les facteurs qui poussent les Burundais à traverser clandestinement la frontière vers la RDC en dépit des dangers associés? Quel est l'impact de ces traversées clandestines sur la sécurité et les ressources locales des régions concernées? Comment les Congolais de l'autre rive de la Rusizi et du Tanganyika perçoivent-ils ce phénomène? Quel impact sur les relations transfrontalières? Quelle est l'opinion des autorités burundaises ou congolaises? Qu'est-ce qui est fait pour résoudre ce problème? Qu'en pense la population burundaise? Quelles suggestions pour mieux gérer ce problème? N'y a-t-il pas des avantages? Disponibilité de la main-d'œuvre? Quelles en sont les conséquences pour l'image des Burundais dans la plaine? Pour tenter de trouver des réponses à ces questions préoccupantes et arriver à faire cesser ces afflux vers la RDC, voisins, nous avons trois invités autour de cette table ronde. Docteur Sixte Vigny Nimuraba, vous êtes président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Bienvenue et bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Nous sommes avec Nestor Bimenyimana, directeur général et rapatriement au ministère de l'Intérieur. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour, merci de l'invitation et je remercie également tout ce que nous partageons au plateau. Nous sommes également avec Tshisekedi Moulamba, professeur congolais vivant au Burundi. Bonjour, chers voisins. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je salue aussi les auditeurs et les spectateurs. Sans trop tarder, plantons le décor de ce débat avec ce reportage de l'autre côté de la RDC. Que se passe-t-il réellement entre la RDC et le Burundi dans l'ombre des Burundais qui sont pointés du doigt comme traversant la frontière de manière clandestine? C'est le reportage qui nous a été réalisé par Jérémy Kohima, notre correspondant à l'est de la RDC. En plein de la Rusizi, ici, nous sommes dans le territoire d'Uvira. La traversée clandestine qui se poursuit dans le chef de CIG burundais en direction du sol congolais préoccupe au plus haut niveau les organisations de la société civile. Ces dernières demandent aux autorités, tant politiques que sécuritaires, de contrôler ces mouvements. Etienne Toguera est le président du conseil territorial de la jeunesse. Il parle d'environ 5000 personnes rassemblées au camp de transit de Sangué pour demandeurs d'asile, mais aussi des milliers d'autres personnes qui traversent à la recherche de l'emploi. Oui, nous voyons les gens qui traversent et on les voit souvent le matin quand ils viennent peut-être pour chercher où ils peuvent travailler, traverser, ils viennent s'installer dans les camps de réfugiés. Tous ces vagues-là, on ne peut pas vraiment identifier d'où ça vient parce qu'il y a la porosité au niveau de la rivière Rusizi, qui est une limite qui nous sépare entre nous et les pays burundais. Ils sont nombreux parce que les points de rassemblement des réfugiés basés à Sangué, souvent vous pouvez compter jusqu'à 5000, même au-delà de 5000. Ce sont des vagues.
Qu'est-ce qui pousse ses compatriotes burundais à pouvoir traverser du jour au jour? Un élément de réponse avec Étienne Toguera, il est du Conseil territorial de la jeunesse. Bon, il n'y a pas autre argument qu'ils sont à la recherche de la vie parce que la vie est devenue trop difficile chez eux. Il y a même une appellation qui le Congo est devenu l'Afrique du Sud pour eux, parce qu'ici, ils trouvent rien qui reste. Quel est l'impact de cette traversée sur le vécu quotidien de la population? Étienne Toguera. Bon, ça ne gêne pas parce que ça crée déjà une main-d'œuvre locale, mais demain ou après-demain, on ne sait pas ce qui peut arriver. Que dit la population par rapport à cette traversée de chaque jour? Monsieur Machad, il est un résident de Bwegera, il nous en parle. Wanaendelea kupita njia za machorochoroni na wengine kupelekwa. Quand ils traversent, c'est souvent à la nage, la nuit, avec tous les risques que cela peut comporter. D'autres profitent des endroits où les forces de sécurité. Pour ce qui est des pistes de solutions, un habitant de Bwegera, M. Machad, préconise la réouverture des postes frontaliers pouvant permettre la traversée facile du Burundi vers la RDC en passant par les petites pistes de la rivière Rusizi, mais aussi aux autorités de bien contrôler les mouvements de tous les étrangers vivant en territoire d'Uvira. Tungeliomba kabisa serikali yetu itusaidie kuhamasisha na kuangalia namna gani hii mapiste frontalier zinaweza kufunguliwa. Nous avons ensuite contacté l'administrateur adjoint du territoire d'Uvira en charge de l'administration de Kibonge, affirme également cette traversée. Il parle d'une situation inquiétante. Il parle également de la porosité des frontières qui ne permet pas le contrôle efficace des migrants, mais aussi certaines autorités à la base dans les quartiers et groupements ne font pas correctement leur travail. Oui, la traversée, c'est remarquable. Nos frères traversent puisque le constat on le fait dans les cas des réfugiés ou des déplacés. Dans les termes, aujourd'hui il y a 100, demain vous arrivez au cas, il y a 500, le lendemain il y a 2000, 3000, 4000, on ne sait pas. Les enfants sont partout à Sangue, dans la plaine de la Rousse, puisque nos pistes sont toutes fermées par le gouvernement. Maintenant, ils passent par les eaux, la rivière, mais la grande partie passe par Katogota. Il y a un relâchement des autorités locales à ce niveau. Vous retiendrez que ces migrants en provenance du Burundi ne vivent pas seulement dans le territoire d'Uvira, mais aussi dans plusieurs autres territoires et provinces de la RDC. Ils sont déjà en province du Nord Kivu, ils sont dans la ville de Bukavu, ils sont dans la province du Tanganyika, plus précisément à Kalemi. On parle également de leur présence déjà en territoire de Maniema à la recherche surtout de l'emploi. Retour au studio donc, Monsieur Nestor Bimenyimana, vous êtes le directeur général des rapatriements au Burundi. Vous êtes au courant de ces réalités. On parle de la traversée clandestine. Il y a quelques mois, j'étais en réunion à la République démocratique du Congo, à Kavimvila. J'ai appris un afflux de Burundais qui viennent au Congo pour chercher asile. Malheureusement, comme le mandat et ma mission n'était pas vraiment visée à visiter ces Burundais, j'ai quand même collecté quelques informations. Les informations disaient que ces Burundais cherchent asile dans le sens de faire la tricherie dans le processus de rapatriement. Comme quoi, ils vont retourner et bénéficier de l'assistance donc, qui sont offertes aux rapatriés. Et voilà, dans l'audio que nous avons écouté du rapporteur de la RDC, j'ai appris qu'il y a plus de 5000 réfugiés, demandeurs d'asile, qui sont à Sangue. C'est dommage que les Burundais cherchent encore l'asile dans un climat, aujourd'hui que nous vivons, un climat apaisé. Le Burundi est paisible dans tous les coins, mais aller chercher asile dans un pays où il y a les conflits, et il y a la guerre. Donc c'est dommage. Mais
les Burundais comme les Congolais, tout citoyen a droit de traverser la frontière si ça respecte les normes, si ça respecte les procédures. Et les Burundais traversent la frontière avec beaucoup de facteurs. D'abord, il y a la première catégorie, ceux qui cherchent asile. Nous les avons entendus, 5 000 c'est beaucoup. Il y a ceux qui vont travailler dans les ménages. Il y a ceux qui vont travailler dans les champs. Donc, il y a aussi les élèves et étudiants qui traversent la frontière avec cette raison. Mais également, il y a d'autres qui traversent la frontière comme quoi ils vont faire le commerce. Le commerce. Donc, toutes ces catégories sont encouragées. Mais ce qui est essentiel, il faut qu'ils adoptent cette culture de traverser la frontière dans les mesures de droit, dans le cadre de droit, dans le cadre légal, moyennant les documents de voyage. Dans ce sens, ça sera vraiment un mouvement encouragé. Sinon, si le mouvement est clandestiné, c'est vraiment quelque chose à décourager. Et malheureusement, c'est ça que nos citoyens fassent parce que, vous voyez, le long de la frontière avec le Burundi et RDC, c'est une frontière qui est poreuse. Donc c'est facile de traverser. Et il suffit tout simplement de se lancer dans la rivière Losizi qui est de l'autre côté. Donc c'est un mouvement qui est vraiment difficile, mais ce qui doit être fait par tous les acteurs, par tous les pays, les deux pays, c'est la sensibilisation au respect des normes et procédures de traverser la frontière. Merci. Merci beaucoup. Cette réalité concerne essentiellement la frontière ouest du Burundi. Les gens sont au courant, probablement les autorités locales aussi. Que pensent les habitants de la province Cibitoke de ce phénomène? Ils sont au micro de notre correspondant Jackson Bahati. Bo ingaruka kuca mu mukinyo yo mu Rusizi hari ingaruka ziri zinyaruka ingaruka ya mbere hariho ugutwagwa n'uruzi kujya kujabuka intege zishagugwe. Traverser clandestinement la Rusizi, ça a plusieurs conséquences. L'on peut être emporté par les eaux de cette rivière. Deuxièmement, l'on se heurte aux forces de l'ordre car la loi interdit la traversée clandestine et là, on peut même perdre la vie. Voilà certaines conséquences dues à cette traversée clandestine. L'on demanderait au gouvernement du Burundi de rouvrir les frontières terrestres pour que les échanges transfrontaliers puissent se dérouler normalement comme avant. Abantu benshi barajabuka Rusizi bidashiye mu mategeko kubera ko ubuzima ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Plusieurs personnes traversent dans la clandestinité. Cela fait suite à la cherté de la vie dans notre pays. Il faut que le gouvernement fasse tout le possible pour rouvrir les pistes sur la Rusizi pour que les gens ne puissent pas avoir des accidents mortels dans cette rivière. Les gens se rendent en RDC clandestinement, sont aussi malmenés par la police congolaise et sont dépouillés de tous leurs biens. Nous appelons le gouvernement à rouvrir les frontières pour que les relations transfrontalières puissent reprendre et que nous puissions avoir à mettre sous la dent, car ici au Burundi, l'on fait face à la pauvreté. Quand il va en RDC, on trouve du travail. Il faut que le gouvernement burundais rouvre les frontières. Les Burundais se rendent en RDC d'abord parce qu'ils ont des familles qui vivent là-bas. Et ce mouvement de traversée concerne et les Congolais et les Burundais. Une autre chose, c'est le commerce transfrontalier entre les Burundais et les Congolais. Les Congolais, quand ils viennent ici chez nous, ils nous amènent des dollars. Vous savez que le Burundi et la RDC sont dans le bloc régional de la communauté de l'Afrique de l'Est. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de rouvrir les frontières pour que l'on puisse aller visiter nos familles
qui vivent en RDC et s'acheter tout ce dont on a besoin comme on le faisait antérieurement. Sixte Vignini Mouraba, vous êtes le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Le mouvement de Burundi bravant la loi pour s'enfoncer en RDC, ça concerne aussi les droits et devoirs du citoyen. Quel regard portez-vous sur ce phénomène? Merci. Tout d'abord, je dois souligner que le mouvement des personnes d'un pays à l'autre, c'est un mouvement qui est garanti par les conventions internationales et même la législation locale. Et donc toute personne a droit de bouger, de se déplacer comme il veut, et il a même le droit de s'établir dans le lieu qui lui semble mieux. Et ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en termes économiques, donc toute personne, selon le pacte international relatif aux droits économiques, chaque personne a droit à chercher sa vie n'importe où la loi lui permet. Donc le gouvernement a l'obligation d'aider ou bien de laisser chaque personne donc chercher sa vie, mais aussi de l'assister pour qu'il puisse avoir une vie décente. Mais le problème arrive au moment où les gens qui vont faire ça ne respectent pas la loi. Donc, pour la traversée des frontières, ils doivent savoir exactement où est-ce qu'ils doivent passer, quels sont les documents qui sont requis pour pouvoir y aller, parce que ça va garantir leurs droits. Vous avez entendu qu'il y a même des gens qui perdent leur vie en essayant de traverser les rivières et tout consort. Il y a même des violations qui peuvent être commises pour les gens qui n'ont pas de papier justificatif qui leur permet de s'établir dans tel pays. Et c'est même difficile pour le pays, que ce soit le pays hôte ou bien que ce soit le pays d'origine, de faire le suivi de ces personnes. Parce qu'ils peuvent avoir besoin de soins de santé, ils peuvent avoir besoin d'une éducation, ils peuvent avoir besoin de beaucoup de choses. Mais si le pays ne sait pas qui est là et comment est-ce qu'il va organiser sa sécurité, pour les gens qui peuvent même travailler dans le rapatriement, si la personne n'est pas dans les normes, comment est-ce qu'ils vont être informés, comment est-ce qu'ils vont l'assister? Donc, j'encourage la population à toujours essayer de passer dans les voies légales, mais aussi au gouvernement d'organiser des sensibilisations pour que la population sache comment procéder chaque fois qu'ils veulent traverser les frontières. Vous avez entendu les doléances des habitants de Cibitoke frontalière avec la RDC qu'ils fuient la pauvreté. Le Burundi n'est pas en guerre, on l'a constaté les années passées lors de la guerre civile, mais aujourd'hui, pourquoi cet afflux? Mais je dois souligner qu'il y a un nombre illimité de raisons qui peuvent pousser une personne de bouger d'un pays à l'autre. Ça ne doit pas être la sécurité seulement, ça ne veut pas être la pauvreté, il y a la recherche d'emploi, il y a l'éducation, il y a les soins de santé, il y a des réunifications familiales, et il y a des visites, il y a des événements qui peuvent faire à ce que quand il y a un mariage ici ou là, que les gens puissent traverser les frontières. Donc tout ça, ce sont des éléments qui peuvent faire à ce que les gens puissent bouger d'un pays à l'autre. Et d'ailleurs, vous savez que même les pays les plus développés, comme les États-Unis qui avaient tenté d'ériger des murs pour empêcher les immigrations clandestines, ils n'ont pas réussi. Donc qu'en est-il pour le Burundi qui n'a même pas de frontières? Parce qu'entre le Burundi et la RDC, il n'y a pas de frontières vraiment très protégées. Donc ce qu'il faut, c'est de sensibiliser la population pour passer dans la légalité. Comme ça, vous allez permettre les deux pays de collaborer pour la protection de ces gens, mais aussi pour leur offrir les services dont ils ont besoin. Merci beaucoup. Je pose la même question au professeur Tshisekedi Mulamba. Quel regard portez-vous sur ce phénomène de flux massif vers la RDC? D'abord, moi, je pourrais grouper les migrants frontaliers entre le Burundi et la RDC en trois catégories. Et la première catégorie est celle des élèves et des étudiants burundais qui vont étudier en RDC et inversement, ceux-là qui quittent la RDC pour venir étudier ici.
Les écoliers viennent au jour le jour. Et pour cette catégorie-là, il n'y a pas de problème parce qu'on n'exige pas de documents de voyage. Il suffit d'être en uniforme, on voit que vous êtes un élève et vous passez sans problème. Donc c'est le voisinage? Oui, c'est le bon voisinage. Et dans cette catégorie même, on peut y mettre les agriculteurs ou les maçons qui vont travailler au jour le jour en RDC et aussi bénéficient de ce petit jeton qu'on appelle Jirani Mwema, donc le bon voisin. Et cependant, ce petit document-là n'est plus délivré avec facilité aujourd'hui, au moment où la RDC vit un contexte d'insécurité dû à la guerre du Nord Kivu, qui risque d'être exporté vers le sud Kivu aussi, parce que le M23 et alliés sont en train de menacer que si jamais leurs revendications ne sont pas tenues en considération, ils risquent d'exporter et d'étendre la guerre jusque même dans le sud Kivu. Alors là, il est évident que les autorités politiques ou de sécurité puissent prendre toutes les mesures nécessaires pour contrer, pour surveiller les entrées et les sorties sur le territoire. La deuxième catégorie, c'est celle des Burundais, par exemple, qui traversent pour des raisons sociales. Il y a des Burundais qui sont invités pour des fêtes de mariage, qui traversent pour des cérémonies d'enterrement. Alors ceux-là, ils ont besoin d'un papier de voyage rapide. Cependant, il se trouve qu'au niveau de la police de l'air, des frontières et des étrangers, ce document n'est pas obtenu dans les délais. Même si on a mis en place un système de commande de documents en ligne, il n'est pas évident qu'on puisse l'obtenir dans les délais. Alors, comme on fait la course au temps, et on voudrait bien traverser, mais on risque d'être en retard par rapport à l'événement, eh bien, on pense à traverser de façon contournée, soit sur des pirogues qui passent sur le lac Tanganyika, soit en passant par les rives de la rivière Rusizi. On devient un migrant irrégulier à ce moment-là. Et la troisième catégorie, c'est celle du commerce émergent, par exemple le commerce non autorisé du carburant. Avec la crise du carburant qu'on observe au Burundi aujourd'hui, il est né un autre petit commerce noir à Buganda, à Nyamitanga, et même à Gatumba, des Burundais qui traversent pour aller chercher du carburant en RDC, ou même des Congolais qui viennent vendre leur carburant sur le territoire burundais. Mais comme ce commerce-là n'est pas autorisé, ils sont tentés de passer clandestinement. Or, le jour, on ne peut pas traverser avec des bidons en main. Ils choisissent de traverser nuitamment. Or, du moment que la RDC est dans un contexte d'insécurité, eh bien, toute personne qui traverse la nuit est présumée être un ennemi. Donc, on s'expose à des risques de tirs nourris la nuit. Et je crois que ce commerce-là devrait être banni pour protéger les citoyens. Quand les Burundais traversent, vous les avez entendus dans le Vox Pop de Chibitoke, ils disent qu'ils sont malmenés même s'il y a cette petite convention Ujirani Mwema. Oui, on observe qu'il y a partout, dans tous les secteurs, il existe des fonctionnaires de mauvais comportements, des comportements non recommandables. Donc sur le passage, même sur la frontière, vous allez trouver dans les services d'immigration de mauvais fonctionnaires qui exigent des pots de vin pour pouvoir traverser. Il suffit d'avoir connu un jour de retard sur votre visa et ça devient une des raisons d'être malmené. Il faut payer quelque chose pour qu'on vous autorise à passer la frontière. Alors tout cela, même les petits commerçants qui passent avec leur petit commerce, ils doivent payer des pots de vin ici et là sur la voie routière, sur les services de douane, ainsi de suite. À la longue, ils se disent, je vais travailler à perte et ils choisissent maintenant de passer par des voies non autorisées. Oui, le débat continue sur les ondes de la radio-télévision Isanganiro. Nestor Minimana, DG Rapatriement, vous l'avez entendu, les habitants de Chibitoke, ils traversent en RDC. Le Burundi n'est pas en guerre, mais ils disent qu'ils font face à la pauvreté. Quel est le regard portez-vous sur ce phénomène? Bon, je le disais tantôt, les habitants de Chibitoke, même des autres provinces, peuvent traverser la frontière disant qu'ils cherchent asile en RDC, pays en guerre. Toutefois, on a constaté derrière son mouvement
une sorte de tricherie liée aux spéculations sur le paquet retour que le rapatrié doit bénéficier au moment de rapatriement. En d'autres termes, on appelle ça makanaki. Makanaki, oui, voilà, c'est makanaki en jargon connu dans le processus de rapatriement. Donc, ça se fait comment? Dans le passé, on a vu qu'il y a un afflux, les Burundais qui traversent juste la frontière et donnent son pont d'Ovin, comme notre frère vient de le dire. Ils donnent le pont d'Ovin aux Congolais qui sont chargés d'enregistrer les demandeurs d'asile. Et comme ça, il est éligible sur la liste des réfugiés burundais se trouvant en RDC. Du coup, il commence les procédés de chercher le rapatriement. Ça devrait passer au moins dans une période de 2 mois. Il est réfugié dans 1 mois et il cherche le retour dans un autre mois. Donc 2 mois d'asile. Nous avons constaté cela et puis on a pris vraiment des mesures très restrictives. Il y a même un convoi de plus de 600 rapatriés qui n'a bénéficié aucune assistance suite à cette tricherie. Et à partir de là, c'était au mois de septembre 2023, à partir de là, vraiment, on a essayé de maîtriser la situation. Cette fois-ci, pour être un réfugié, on respecte les procédures. On a tenu une réunion avec les responsables des réfugiés, les responsables de la CNL. CNL, c'est un service chargé des réfugiés au niveau de la RDC. On a tenu plusieurs réunions pour vraiment insister sur le respect des droits humanitaires dans ce sens d'accepter qu'un Burundais est réfugié au Congo. Et merci pour les autorités de la RDC parce que pour l'instant, vraiment, ils essaient de respecter la convention de 1951 et son protocole de 1962. Toutefois, il y a d'autres catégories qui traversent la frontière sans toutefois aller chercher asile, comme nous l'avons cité, nous avons précisé qu'il y a plusieurs catégories. Mais ce que la RDC devrait reconnaître, c'est que les Burundis apportent une main-d'œuvre en RDC. La RDC devrait se réjouir de cette main-d'œuvre. Il faut seulement que ce qui reste à contrôler, c'est que est-ce que cette main-d'œuvre part en RDC dans le cadre de la loi, dans la mesure légale. C'est ce qu'il faut vérifier seulement. Et puis, sinon, la RDC devrait vraiment reconnaître que les Burundais travaillent pour la RDC. Et ce sont les citoyens congolais qui en bénéficient. Et les citoyens burundais ont-ils l'intérêt parce qu'ils rentrent avec quelque chose pour soutenir la famille, développer la localité, ainsi de suite. Donc, tout à l'heure, le professeur Tshisekedi Moulamba parlait du bon voisinage. Il y a même une carte. Mais les Burundais de Chibitoke, vous les avez entendus, ils disent que lorsqu'ils arrivent en RDC, ils sont malmenés, ils sont dépouillés de leurs biens. Comment est-ce que vous percevez cette situation au niveau du ministère de l'Intérieur? Bon, en fait, c'est vraiment une désolation parce que je disais que les Burundais apportent une main-d'œuvre. Quelqu'un qui t'amène une main-d'œuvre est à protéger plutôt. Dans ce cadre de Gilani Mouema, dans ce cadre de bon voisinage, il faut que les Congolais prennent connaissance qu'on doit accueillir à bras ouverts les Burundais qui vont dans le cadre légal. Même de notre côté, les Burundais doivent accueillir les Congolais à bras ouverts. Et voilà, par exemple, Moulumba travaille ici au Burundi, il est bien. Mais il y en a d'autres même. Il y a les étudiants, je connais. Ici à Bujumbura, il y a beaucoup de Congolais qui sont bien traités. Naturellement, les Burundais sont hospitaliers. Les Burundais vraiment savent comment accueillir les voisins, les visiteurs. Donc, je pense que même au niveau du Congo, je leur conseille de vraiment bien traiter les Burundais qui aillent dans le cadre légal et puis les protéger et comme nous faisons nous aussi les Burundais parce que dans ces histoires, il y a la réciprocité qui compte.
Au Burundi, il y a de l'hospitalité, mais de l'autre côté de la RDC, les Burundais qui vont, ils disent qu'ils sont malmenés, qu'ils sont dépouillés de leurs biens. Est-ce la violation des droits de l'homme? Docteur Sixte Nimora. On parle de violation des droits de l'homme si le gouvernement ne fait rien pour protéger la population. Donc si ce sont des populations qui se chamaillent et tout consort, ça serait des crimes de droit commun. Mais de toute façon, quand on connaît qu'il y a des personnes qui sont malmenées, chaque gouvernement hôte doit toujours donner une protection et garantir le respect des droits de l'homme pour les personnes qui vivent. Donc, j'interpelle les deux gouvernements, que ce soit le Burundi, que ce soit la RDC, à toujours essayer de protéger toute personne se trouvant sur son territoire. Parce qu'ils ont déjà ratifié ça à travers beaucoup de conventions internationales relatives aux droits de l'homme. Même les Burundais qui ont des pièces qui justifient leur traversée vers la RDC à Uvira, on a relevé beaucoup de cas, on parle que les Burundais sont malmenés. Ce qui est contraire avec ici les Congolais ils sont à l'aise. Tshisekedi Moulumba ne me dira pas le contraire. Quel est votre commentaire? Oui, ça, il faut une sensibilisation. Il faut que la population soit sensibilisée pour connaître que les pays de la région doivent visiter n'importe quel autre pays, ils doivent bouger d'un pays à l'autre et il faut qu'ils comprennent qu'il y a des Burundais en RDC comme il y a des Congolais ici au Burundi. Ce n'est pas seulement des Congolais, on a des Indiens, on a des Européens, on a n'importe qui. Et le Burundi est un pays vraiment qui accueille bien les visiteurs et même les autres personnes et on sollicite que cela soit identique pour les autres pays. Parce que maintenant, nous sommes la même région. Ce n'est pas seulement le Burundi. Vous savez que vous ne pouvez pas établir une distinction entre le Burundi, la RDC et les autres pays de la région. Donc, d'abord, nous faisons partie de la même communauté pour la libre-échange. On a beaucoup d'autres communautés qui nous rassemblent. Donc, nous devons comprendre que nous devons nous soutenir. Tu sais qu'on parlait de l'hospitalité au Burundi, mais en RDC, les Burundais sont malmenés. Vous êtes Congolais de longtemps ici, professeur. Comment est-ce que vous interprétez une telle situation? Oui, je disais donc que le problème relève de mauvais comportements. Vous savez, dans tous les secteurs, il existe de mauvais fonctionnaires qui monnaient des services, alors que le migrant détient des papiers légaux. Par exemple, sur la voie de Gatumba, la voie qui mène vers Kavimvira, vous allez trouver sur le parcours des citoyens qui sont malmenés. Vous avez des papiers en ordre, mais on trouve une raison fondée ou non fondée pour vous exiger des pots de vin. Il y a de ces visas qui n'est pas légal, celui qu'on appelle, lorsque vous avez le document de voyage qui vient de vous être délivré et qui doit être estampillé pour la première fois, on vous demande de payer des frais illégaux qu'on appelle les frais de déviergement du document. Donc ce sont des frais illégaux. C'est nouveau. Oui. Alors en dehors de ça, et sur le parcours, il y a toujours les policiers. Par exemple, je sais qu'aux migrations de Kavimvira, il y a des fonctionnaires qui ne sont pas reconnus par les services, mais qui sont là. Il est neveu ou cousin de quelqu'un qui travaille là-bas pour gagner son pain quotidien. Il vient passer la journée à la frontière pour monnayer les gens. Je pense que les deux pays ont intérêt que leurs citoyens soient sécurisés en personne comme en biens, et que les autorités politico-sécuritaires devraient se mettre ensemble pour mettre en place des mécanismes de protection de leurs citoyens. Oui, on est convaincu qu'il y a des traversées clandestines et là c'est punissable, c'est contre la loi. Et quel est l'impact de ces traversées clandestines sur la sécurité et les ressources locales des régions concernées? Il faut d'abord chercher à savoir les raisons de cette traversée clandestine. D'une part, il y a la longueur des procédures pour obtenir les papiers de voyage. Même si on a mis en ligne le système de commande, de laissez-passer ou de passeport pour que les services soient rapides, il n'est pas évident qu'on l'obtienne dans les délais.
Et il y a aussi ces frais illégaux qui font qu'au bout du tunnel, le voyageur se dit obligé de passer par les voies faciles. Et les voies faciles, ce sont ces voies de traverser lacustre ou des rives de la rivière Rusizi, qui exposent bien sûr à des risques. Il y a aussi cette tendance à vouloir trop compliquer les choses. Alors je me dis que normalement, on devrait mettre en place un système facile et rapide. Et dans l'ancien temps, je sais que les zones ou les communes étaient en droit de délivrer un laissez-passer pour un court séjour de 3 jours ou de moins d'une semaine. Et quelqu'un pouvait demander le laissez-passer à la zone à 9h et à 10h, il prenait son voyage. Je pense qu'on pourrait remettre en place cette façon de faciliter la traversée en attendant que les autorités à plus haute échelle puissent penser à se mettre ensemble et à chercher un système optimal par rapport à ça. Oui, la société civile d'Uvira a sorti une déclaration très récemment disant que ces Burundais qui arrivent massivement au sud Kivu créent de l'insécurité. Oui, justement, tout cela est lié au contexte de l'insécurité et de guerre qu'on connaît en RDC. Avant la guerre du Nord Kivu, les citoyens burundais pouvaient traverser et se faire loger n'importe où dans les quartiers. Mais aujourd'hui, les Burundais eux-mêmes ont du mal à recevoir leurs frères burundais parce qu'ils se disent que s'il n'a pas de papiers qui sont en règle, même s'il les a, si on suspecte qu'il est venu pour autre chose que pour une visite familiale, je peux avoir des problèmes avec les autorités congolaises. Donc, c'est toujours ce contexte de guerre qui fait que l'hospitalité n'est plus celle d'hier. Oui. Merci beaucoup. Je rappelle à ceux qui viennent de nous capter en cours de route que l'émission Mosaïque d'aujourd'hui portait sur la sécurité transfrontalière, les enjeux de la traversée clandestine des Burundais vers la RDC. Émission qui vous a été préparée par la radio-télévision Isanganiro en collaboration avec la Bénévolencia Grand Lac. Vous avez entendu la perception négative de ce phénomène de la société civile du Sud Kivu au moment où la RDC et le Burundi sont dans le bloc régional de l'EAC. N'est-ce pas normal que des gens migrent pour trouver des opportunités dans le pays voisin? Nestor Humeniman. Le mouvement transfrontalier dans la région des Grands Lacs, comme nous partageons la communauté avec la RDC, devrait avoir des facilités. Oui. En tout cas, la libre circulation doit être de mise dans notre communauté de l'EAC. Aujourd'hui, nous sommes même dans la communauté commerciale Comesa avec la RDC, où le Burundi, son Excellence, le chef de l'État, vient de déclarer l'accès facile ou l'annulation des visas pour entrer au Burundi pour tous les pays de la Comesa. Donc là, sont tous des facilités pour les mouvements dans nos pays de la communauté. Alors, pour la traversée avec les citoyens de la RDC d'une part et d'autre part pour les Burundais, je trouve que ça devrait vraiment être normal et ça devrait être encouragé parce que la circulation, c'est quelque chose de droit pour tous les citoyens. Et tout simplement, je dois revenir sur les documents de voyage. L'accès aux documents de voyage doit être aussi facile et rapide. Et dans ce sens, on doit interpeller les services chargés de donner ces papiers de voyage, de passer à la vitesse de croisière pour donner ces documents. Donc les longues procédures doivent être vraiment annulées, doivent être réduites pour faciliter les demandeurs. C'est vrai, on sait que le long de la frontière Burundi-RDC, il y a peu vraiment de frontières. Donc, c'est-à-dire que les services qui peuvent donner ces papiers sont seulement à Gatumba, je crois, et c'est à Buganda. À Buganda. Mais Buganda n'est pas aujourd'hui fonctionnel. Oui, il y a un pont qui relie la RDC. C'est pas ouvert officiellement. Toujours en cours de construction. En cours de construction. Ouais. Donc, si cette frontière
est opérationnel, un jour qui sera opérationnel, je pense que ça sera vraiment une des solutions pour faciliter le mouvement burundo-congolais. J'invite alors les services chargés de donner ces papiers de renforcer encore pour que les papiers soient vraiment disponibles aux demandeurs et faciliter dans ce sens les mouvements. Et cela va également de pair sur la partie congolaise. Il faut qu'au niveau de la RDC aussi, vous renforcez les services chargés de donner les papiers, parce que beaucoup des Congolais qui viennent au Burundi sont toujours des irréguliers. On l'a constaté. Et on l'a constaté il n'y a pas longtemps. Mais ils ne sont pas inquiétés. Ils ne sont pas inquiétés, mais quand même, c'est l'hospitalité burundaise qui est vraiment de mise. Parce que les Burundais sont naturellement hospitaliers. Donc, mais il y a ce défi. Les Congolais qui entrent au Burundi entrent sans papier. Donc, il faut que les deux pays puissent communiquer pour renforcer les services chargés de donner les papiers. Et cela va vraiment garantir la sécurité sur les frontières, mais aussi ça va lever ces inquiétudes comme quoi les visiteurs, les citoyens burundais ou les citoyens congolais sont perçus comme des malfaiteurs qui entrent dans le pays, que ce soit au Congo ou au Burundi. C'est vrai, au Congo, l'insécurité physique se remarque, s'observe. Même au Burundi, où nous avons la paix et la sécurité, nous devrons préserver cette sécurité, nous devrons garder cette paix. Dans ce sens, nous devrons contrôler tout mouvement transfrontalier. Il faut que les Congolais qui entrent avec les papiers, en même temps les Burundais qui entrent au Congo entrent avec les papiers. Cela va vraiment garantir la sécurité de tous les deux pays. Vous les avez entendus, les habitants de Cibitoke qui vont vaquer aux diverses activités en RDC, à Uvira, au sud Kivu. Ils demandent la réouverture des pistes qui sont fermées depuis belle lurette. Il y a les pistes qui sont fermées. Qui sont fermées. Oui. Je pense que ce n'est pas par mauvaise foi. C'est par contexte. Donc là, les techniciens vont analyser et puis voir dans quelles mesures on peut réouvrir ces pistes. Il n'y a pas de souci là. Oui. Sixte Vignini Morava, président de la CNDH, le Burundais de la plaine, frontalière au sud Kivu, décrit une telle situation au moment où le Burundi et la RDC sont dans le bloc régional de l'EAC. N'est-ce pas normal que des gens migrent pour trouver des opportunités dans les pays voisins? C'est très normal. Et d'ailleurs, les pays, pas seulement les pays de la région, la majorité des pays ont ratifié les conventions internationales en rapport avec la libre circulation des biens et des personnes. Ça veut dire que, en plus des différentes communautés auxquelles les deux pays appartiennent, il y a beaucoup de conventions internationales qui garantissent la liberté de mouvement. Donc, chaque personne peut se déplacer, il peut même aller chercher l'emploi dans un autre pays, il peut aller se faire soigner, il peut aller, on a beaucoup d'étudiants qui sont ici au Burundi, d'autres étudiants qui sont en RDC, et donc des échanges, c'est quelque chose de très normal. Et ce qu'il faut seulement, il faut qu'on sensibilise la population pour qu'ils puissent comprendre exactement que ces services sont donnés et reçus par chaque pays. C'est pas seulement le Burundi qui en bénéficie, c'est la RDC aussi qui en bénéficie, mais aussi leur rappeler qu'il faut qu'on le fasse, mais d'une façon qui est légale. Je retourne là-bas, il faut quand même que ça soit bien organisé et qu'il y ait vraiment des processus clairs et qui respectent la loi et qui traitent de la même façon chaque demandeur de ce service. Mais des Congolais qui entrent dans la clandestinité ici au Burundi ne sont pas inquiétés, comme le disait Nestor Meniman, déjà rapatriement. Oui, c'est un bon exemple. C'est pour cette raison que leur pays doit aussi organiser la sensibilisation. Donc, ça, si vous pensez que la personne qui peut vous agresser peut être poursuivie par son gouvernement, il y a déjà qui ne vont pas le faire. C'est pour cette raison que j'appelle au gouvernement congolais aussi à fournir des efforts, non seulement pour la sensibilisation, mais aussi pour punir toute personne qui violerait les droits des personnes migrantes. Oui, professeur Tshisekedi, le Burundi et la RDC collaborent étroitement pour la sécurité des deux pays, notamment sur le plan militaire.
puisque les bataillons burundais sont en RDC depuis 2022, peut-on dire que la collaboration échoue à juguler ce genre de phénomène clandestin? Et je pense qu'il est trop tôt pour constater le fruit de cette collaboration-là. Du moment que la guerre perdure au Nord Kivu et qu'il y a menace qu'elle soit exportée au Sud Kivu, et je pense que les services, donc les politiciens comme les services de sécurité sont en train d'œuvrer pour voir comment sécuriser les populations des deux côtés. Mais la question de sécurité, c'est une question de tout le monde. Je me demande parfois pourquoi on ne bannirait pas ce commerce noir-là, par exemple, de l'or noir, de vente de carburant. Aujourd'hui, que le Burundi est en crise de carburant, il est normal que les Congolais puissent vendre du carburant au Burundi et que des Burundais aillent chercher du carburant en RDC. Mais je me dis qu'il y a moyen de faire d'une pierre deux coups. D'abord en bannissant ce commerce-là parce que c'est trop risqué pour la population. Et les Burundais traversent la Rusizi pour aller se procurer un carburant de nuit. Et il y a risque qu'on soit exposé à des tirs de services de sécurité congolais. Il y a aussi risque qu'il y ait des incendies dans les maisons parce que le soir, les invendus sont gardés dans des maisons d'habitation. Alors je me demande pourquoi les autorités burundaises ne pourraient pas peut-être, dans le cadre même de la COMESA, avec le commerce simplifié frontalier, ils ne puissent pas inscrire le carburant sur la liste des produits qui bénéficieraient des facilités de ce système-là. Pourquoi, par exemple, ne pas dire nous interdisons le commerce du carburant à Buganda, à Rugombo, à Gatumba, mais nous autorisons aux exploitants du carburant congolais de traverser officiellement pour vendre du carburant à leurs confrères burundais qui exploitent des stations. Je crois que le Burundi a tout intérêt pour faciliter la vente de carburant et la disponibilité de ce carburant sur le territoire, que les autorités de ces deux pays, dans le cadre de ces échanges-là, autorisent les grands exploitants de la RDC, entrent avec le carburant et qu'ils livrent ce carburant-là aux gens de la station, des stations burundaises. Je pense que ça sera un autre moyen aussi de bannir le commerce non autorisé. Oui. Qui est punissable par la loi par ailleurs. Oui, nous sommes dans les dernières minutes de ce débat. Comment gérer ce genre de problème, Nestor Meniman? Comment gérer ce genre de problème? C'est vraiment vaste. En fait, gérer ces problèmes, c'est d'abord cultiver dans nos citoyens de tous côtés donc l'esprit de traverser les frontières dans le cadre légal, dans le cadre de la loi. Tout à l'heure, le secrétaire Vigny Nimuraba a souligné la signature de la convention dont les pays membres, les pays et tous les pays ont ratifié. Ça, c'est vraiment très intéressant parce que si nous avons les accords qui nous lient, il faut les respecter. Et savoir que le mouvement transfrontalier, c'est un droit aux citoyens, c'est un droit. Mais c'est un droit qui est aussi guidé. C'est un droit qui est cadré par, donc, qui doit avoir une orientation claire. Donc, ça ne signifie rien si les citoyens de tel pays ou tel autre traversent la frontière pour aller chercher quelque chose d'absent dans leur pays. Donc, si les Burundais traversent la frontière pour aller chercher les études en RDC, ça c'est normal. Aller travailler dans les champs, c'est normal. Aller chercher ceci, cela, c'est normal. Mais ce qu'on doit toujours mettre l'accent, c'est sur le cadre légal. Comment traverser la frontière dans toute légalité. Tous les acteurs impliqués doivent s'activer pour que les citoyens puissent traverser aisément les frontières parce que c'est leur droit.
S'il s'agit des services des migrations, il faut qu'ils soient activés. Il faut qu'ils soient vraiment à mesure de faciliter ces mouvements. S'il s'agit de l'administration, comme disait Moulamba, donc tout ça, on doit analyser parce qu'on doit travailler pour l'intérêt des citoyens. Et ça, c'est le principe pour les Burundais. Je pense que c'est la même chose pour les Congolais. On doit travailler pour l'intérêt des citoyens. Et si les mouvements transfrontaliers n'est pas vraiment facilité, on n'est pour rien. Donc on doit vraiment tout faire pour que nos citoyens et de la RDC et des Burundais puissent être facilités dans le mouvement transfrontalier. C'est ça donc ce que je peux vraiment proposer pour vous diminuer tous ces risques, parce que traverser clandestinement, c'est vraiment risquant. Oui. Pour vraiment diminuer ces risques, il faut que tous les acteurs puissent travailler là-dessus au profit des citoyens. Moulamba a proposé tout à l'heure que les pièces permettant les gens à traverser de l'autre côté de la RDC, ces pièces soient trouvables au niveau des zones. Au niveau des zones, au niveau des communes. Donc, à partir de l'année prochaine, on va entrer dans le nouveau découpage. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de changements. Sa proposition est bien reçue, donc sera renvoyée aux techniciens pour l'analyse. Ça peut vraiment donner une solution. Parce que la commune sera vraiment un territoire très vaste à partir de 2025. Et donc, très vaste, et on aura tous les services qui seront intégrés dans la commune, y compris services chargés de délivrer des documents de voyage. Donc, vraiment, on va collecter toutes les informations et travailler là-dessus. Et on va, en tout cas, se battre pour que ce service soit dans la commune, mais dans les mesures du possible. Merci beaucoup. Docteur Sixte Vignini Mourava, comment gérer ce genre de problème lié à la traversée clandestine? Première chose, il faut d'abord expliquer à la population pour qu'elle comprenne les risques qu'ils courent s'ils font ces migrations clandestines. Deuxième chose, il faut qu'ils facilitent les procédures de traverser des frontières. Et troisième chose, il faut que les deux pays puissent échanger sur les possibilités de collaboration pour bien mener ce travail, mais aussi bien protéger la population. Enfin, il faut exploiter exactement en profondeur les causes de ces migrations clandestines, parce que si une personne décide de traverser la frontière d'une façon la nuit ou bien en se cachant, en s'exposant, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Donc, si vous ne trouvez pas la solution à cette chose qui ne marche pas bien, même si vous expliquez, même si vous faites des sensibilisations, ça ne va pas aboutir. Voilà. Oui, qu'en dites-vous sur la demande il y a la carte CPGR, il y a le passeport. On a instauré le système de demander ça en ligne, et les gens n'ont pas tous les moyens. Ce qui pousse les gens à traverser clandestinement. Moi, je pense qu'il y a l'évolution technologique que nous ne pouvons pas laisser de côté. Donc, dans ce domaine, c'est une chose à encourager que toute demande soit disponible en ligne. N'importe où vous allez trouver que beaucoup de pays, même les visas, sont envoyés en ligne. Donc, on vous donne quelque chose électroniquement, et c'est ça qui va vous aider pour avoir le visa à l'arrivée. Mais ce qu'il faut faire plutôt, c'est d'essayer de vérifier pour voir si les cas urgents sont traités vraiment très rapidement, et qu'on ait le personnel et l'équipement nécessaire pour qu'il n'y ait pas d'arriérés dans les commandes. Oui, on constate qu'il y a le ralenti dans la confection de ce document au niveau de la PAF. Donc, ça veut dire qu'ils doivent s'assurer qu'ils ont fait la commande nécessaire, qu'ils ont le personnel suffisant pour traiter les cas, et aussi que le délai de traitement, normalement, les visas, les passeports, les documents ne doivent pas dépasser 2 semaines. Quand vous allez voir dans les autres pays, 2 semaines, c'est le délai maximum. Et la plupart des fois, les gens ne sont même pas appelés à se présenter en personne. Donc, vous devez envoyer, télécharger tout, et puis venir
famille pour récupérer. Et même dans certains pays comme le Canada, on ne va même pas vous donner le visa, le passeport directement. On doit envoyer ça par la poste pour des questions de sécurité. Un petit complément sur la digitalisation. En fait, le monde va aujourd'hui très vite de façon que nous devrons nous adapter au rythme. Donc, la digitalisation, c'est quelque chose qu'on ne doit pas vraiment mettre de côté. Dans tous les services, tu vois même pour le carburant, dans ton véhicule, tu dois passer par la digitalisation. Bientôt pour les cartes d'identité, ça sera digitalisé. Donc, on doit aller au rythme du monde. Mais pour les citoyens qui ne peuvent pas accéder à ce moyen de digitalisation, comment on doit faire? Je pense que pour faciliter son mouvement, il faut vraiment encourager la délivrance de Ujirani Mwema, le bon voisinage dans les communes ou sur les frontières. Cela vraiment va faciliter pour les citoyens qui n'ont pas ces moyens technologiques pour accéder finalement au monde digitalisé. Voilà, c'est un complément que je voulais donner. Oui, merci beaucoup pour ce complément. Comment gérer ce genre de problème et comment maintenir le vivre ensemble entre Congolais et Burundais dans leurs droits et devoirs? Professeur Tshisekedi Moulamba. Nous l'avons déjà évoqué, comme les autres participants l'ont déjà évoqué. Oui. C'est une question à étudier par les services autorisés, les autorités politiques, les autorités sécuritaires, surtout pour les entités administratives qui font frontière avec l'autre pays, qu'ils se mettent régulièrement ensemble pour gérer au quotidien tous les problèmes qui surviennent dans le cadre des migrations, dans le cadre du commerce, ainsi de suite. Oui. Merci beaucoup, Tshisekedi Moulamba, pour cette contribution. C'est sur ces contributions donc de nos invités qui prend fin l'émission Mosaïque qui vous a été préparée par la radio-télévision Isanganiro en collaboration avec la Bénévolencia Grand Lac qui portait sur la sécurité transfrontalière, les enjeux de la traversée clandestine des Burundais vers la RDC. Mais avant de boucler ce débat, je remercie à nos invités, Dr Sixte Vigny Nimurawa, président de la CNDH. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir invité, mais aussi je profite de l'occasion pour remercier l'audience, mais aussi les collègues qui nous ont aidés dans cette émission. Même la prochaine fois, je suis disponible. Nous étions aussi dans ce débat avec le professeur Tshisekedi Moulamba, professeur au Burundi de longue date. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie aussi. Je remercie aussi les auditeurs comme les spectateurs. Et je suis disposé à revenir au cas où vous m'inviteriez pour d'autres sujets. Merci beaucoup. Merci aussi à Nestor Menimana, DG Rapatriement au ministère de l'Intérieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Je remercie également la radio-télévision Isanganiro pour les émissions diffusées, encourageant les réfugiés burundais se trouvant dans les pays d'asile de retourner au pays, tout en rappelant que nous sommes vraiment à votre disposition pour toute invitation. Je remercie également à ceux que nous avons partagé le podium. Je remercie également nos fidèles auditeurs. Bonne suite de nos programmes. À la prochaine. Mosaïque. Mosaïque.